Merci de nous rejoindre sur Al24 News pour votre bulletin complet de l'information à la une de ce mardi 30 janvier. 116e jour d'agression sur Gaza et un bilan qui pèse lourd sur les consciences. Plus de 26 750 martyrs, dont 114 tombés durant les dernières 24 heures. En Cisjordanie, 3 jeunes Palestiniens assassinés par l'entité sioniste en plein hôpital à Jénine. L'un d'eux était même alité, un crime odieux et barbare qui montre encore une fois le vrai visage de l'entité sioniste. Retour sur les tenants et aboutissants du sommet Afrique-Italie avec en ligne de mire des projets d'infrastructure et de partenariat gagnant-gagnant, loin de la vision du passé. Et puis la grogne des agriculteurs s'abat sur Paris, la capitale française prise d'assaut par les tracteurs, symbole de la colère paysanne. Mesdames, Messieurs, bonsoir. 116e jour consécutif d'agression génocidaire sioniste sur Gaza. Les bombardements incessants sur l'enclave palestinienne font des dégâts considérables. Les pertes humaines s'élèvent en ce mardi 30 janvier à 26 751 martyrs et 65 636 blessés depuis l'opération Déluge al-Aqsa le 7 octobre dernier. Selon le bilan quotidien publié par le ministère de la Santé à Gaza, les forces sionistes ont commis au moins 13 massacres contre des familles et des civils durant les dernières 24 heures, des exactions ayant causé la mort de 114 martyrs. Pas moins de 249 blessés sont également à signaler. Dans le quartier de Sabra, dans le sud de Gaza Centre, plusieurs martyrs ont été signalés ainsi que des dizaines de blessés, et ce à la suite du bombardement de 2 résidences appartenant aux familles Meddour et Ammaoui. Le camp de Nusayrat, dans le centre de Gaza, toujours particulièrement ciblé par les bombardements de l'armée d'occupation. L'on compte aujourd'hui au moins 3 martyrs dont les dépouilles ont été acheminées au niveau de l'hôpital Chouhada al-Aqsa. Et puis la zone sud de l'enclave de Gaza a également été sous d'intenses bombardements durant les dernières heures. À Khan Younes, des affrontements et des bombardements violents ont eu lieu dans la région de Batn Samin et dans le quartier d'El Hamel, où la mosquée El Farouk a été ciblée. Au moins 1 martyr et 9 blessés sont également à signaler à la suite d'un raid sur l'hôpital El Hamel cet après-midi. À Rafah, l'on notera le bombardement subi par El Jneina à l'est de Rafah, au sud de l'enclave, avec là aussi des dizaines de martyrs et de blessés à déplorer. Et en parlant de Khan Younes, sachez que l'hôpital Nasser subit un siège doublé de raids de l'armée sioniste pour le 9e jour consécutif. Cette structure médicale, on le rappelle, au bord de l'effondrement, n'est pas épargnée par les exactions commises par les forces sionistes qui interdisent tout bonnement la circulation dans ce périmètre. Voilà, en ce qui concerne la situation sur le terrain, en ce 116e jour d'agression sioniste sur Gaza. Pour le reste, le Conseil de sécurité des Nations Unies tient ce mardi une nouvelle réunion à huis clos consacrée à la situation dans l'enclave palestinienne, avec au programme un exposé de la coordinatrice humanitaire au sujet des cas humanitaires. Rappelons que les membres du Conseil de sécurité tiendront dès demain une réunion d'urgence à la demande de l'Algérie. Elle sera consacrée à la décision de la Cour internationale de justice concernant les mesures conservatoires imposées à l'entité sioniste pour ses agressions barbares
contre le peuple palestinien, tout particulièrement dans la bande de Gaza. Et depuis l'annonce de la suspension des financements destinés à l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens, UNRWA, la sonnette d'alarme sur un effondrement quasi imminent de la situation humanitaire à Gaza ne cesse de retentir. Et alors que le secrétaire général de l'ONU s'entretient avec les donateurs, des ONG ont lancé un appel pour que les fonds continuent d'être acheminés à Madame Ziane Zitouni. Depuis le 7 octobre, la plupart des 2,3 millions d'habitants de Gaza sont devenus encore plus dépendants de l'aide fournie par l'UNRWA. Environ 1 million de Palestiniens ont fui les bombardements sionistes pour s'abriter dans ces installations. Lundi, plusieurs pays dont les États-Unis, l'Allemagne et la Grande-Bretagne ont suspendu leur financement de l'agence humanitaire à la suite des allégations de l'entité sioniste selon lesquelles 13 employés de l'UNRWA étaient associés au déclenchement de l'opération du déluge d'Al-Aqsa le 7 octobre dernier et que 190 employés de l'agence étaient membres de la résistance palestinienne. Des allégations sans fondement qui interviennent alors qu'aucune enquête sérieuse n'a pour l'heure été diligentée. L'UNRWA déclare alors qu'elle ne serait pas en mesure de poursuivre ses opérations à Gaza et dans toute la région au-delà de la fin février si le financement ne reprenait pas. Alors qu'ils ont déjà du mal à recevoir les produits de première nécessité, vu les nombreux obstacles sionistes qui empêchent l'acheminement de l'aide vers les Gazaouis, un sentiment croissant d'appréhension et d'inquiétude s'empare des habitants de l'enclave. Nous ne recevons pratiquement aucune aide actuellement. Alors que se passera-t-il une fois que les États-Unis et d'autres pays auront suspendu leur financement à l'UNRWA? Cela signifierait une catastrophe humanitaire et signifierait que les États-Unis et leurs alliés participent au massacre contre le peuple palestinien, le meurtre d'enfants, de personnes âgées et de femmes à Gaza. Une situation humanitaire déjà très précaire et qui risque de s'aggraver encore plus par le manque total de financement. Je suis sûr qu'il y aura une famine ou même une catastrophe humanitaire ici parce que nous vivons déjà dans des conditions désastreuses à Gaza en raison du manque d'aide. Les gens ici ne peuvent pas trouver de nourriture quotidiennement. Je n'imagine pas à quel point la famine sera terrible si nous sommes complètement privés d'aide. L'Organisation mondiale de la santé a de sa part appelé mardi les donateurs à ne pas suspendre leur financement de l'agence UNRWA. Beaucoup d'ONG ont également lancé un appel pour que les fonds continuent d'être acheminés à Gaza, soumise à une agression génocidaire sioniste depuis le 7 octobre 2023. Nous appelons ces pays à revenir immédiatement sur cette décision et à cesser de suivre aveuglement le faux discours sioniste. Nous appelons également l'UNRWA à revenir sur sa décision de licencier les employés palestiniens et à ne pas répondre au chantage et aux pressions des pays sionistes, américains et occidentaux, à reprendre son travail dans toutes les régions de Gaza et à assumer ses responsabilités juridiques et humanitaires. Pendant ce temps, l'entité sioniste continue de faire illégalement pression sur l'agence humanitaire, appelant à la démission du commissaire général de l'agence et exigeant que davantage de pays se joignent à la campagne pour arrêter de financer l'UNRWA. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a appelé justement à soutenir l'UNRWA en déclarant que le travail humanitaire qu'effectue l'agence onusienne est crucial pour Gaza. Le travail humanitaire crucial que l'ONU accomplit non seulement à l'intérieur et à l'extérieur de Gaza, mais dans toute la région, doit être soutenu. La vie des gens en dépend. Situation humanitaire à Gaza toujours. Le rapporteur spécial des Nations Unies sur le droit à l'alimentation, Michael Fakhri, a déclaré que la famine est devenue inévitable à Gaza après que certains pays ont cessé donc de financer l'UNRWA. Fakhri a expliqué dans un message sur la plateforme X que cesser de soutenir l'UNRWA signifie laisser 2,2 millions de personnes sous le poids de la faim.
Je vous en parlais tantôt, on titre les crimes sionistes en Palestine. C'est aussi en Cisjordanie qu'ils sont quotidiennement commis. 3 jeunes Palestiniens sont tombés en martyrs sous les balles de l'occupant sioniste lors de l'incursion. Ce mardi matin, d'éléments de l'armée sioniste à l'intérieur de l'hôpital Avicenne de Jénine. Un assassinat barbare et lâche de la part de l'entité sioniste dénoncé largement par la communauté internationale. Et le Hamas a réagi rapidement à ce nouveau crime sioniste commis en Cisjordanie. Le mouvement palestinien dénonce un énième crime de guerre avéré et signé par l'entité sioniste. Il faut savoir que l'un des 3 martyrs assassinés était alité. Le Hamas et la résistance palestinienne assurent que ce crime ne restera pas sans conséquences et promettent des représailles. Dans un autre contexte, le mouvement Hamas a déclaré avoir reçu et examiné la proposition d'accord de cessez-le-feu à Gaza comme résultat d'une réunion organisée à Paris le week-end dernier entre représentants américains, sionistes, qataris et égyptiens. Le chef du bureau politique du Hamas, Ismail Haniyeh, a confirmé que le mouvement a reçu la proposition qui a circulé lors de la réunion et que le Hamas est en train de l'examiner. Dans le reste de l'actualité, le Premier ministre algérien Nadir Al-Arbaoui a reçu ce mardi au palais du gouvernement à Alger le ministre de l'Intérieur tunisien Kamal Faqih, qui effectue une visite de travail en Algérie dans le cadre de la première session de la commission bilatérale pour le développement et la promotion des régions frontalières algéro-tunisiennes. Lors de cette audience, les 2 parties se sont félicitées de la profondeur et de la solidité des liens de fraternité, de solidarité qui unissent les 2 peuples, les pays frères, conformément à la volonté commune qui anime les dirigeants des 2 pays, Abdelmajid Tebboune et Kais Saïed. Le développement des zones frontalières est au cœur des préoccupations de la première session de la commission bilatérale pour le développement et la promotion des régions frontalières algéro-tunisiennes, des réunions qui se clôturent ce mardi à Alger. Parmi les points focaux à retenir, la création, entre autres, d'une zone de libre-échange bilatérale afin de booster la dynamique économique entre les 2 pays, un sujet sur lequel nous reviendrons lors de nos prochaines éditions. À l'issue des travaux du sommet Italie-Afrique, Rome a captivé l'attention en dévoilant un ambitieux programme de coopération, le plan Mattei pour l'Afrique, visant à renforcer les liens et à promouvoir le développement durable à travers le continent africain via des projets d'envergure dans divers secteurs. Mohamed Wali Balchaban vous en dit davantage. Le plan Mattei pour l'Afrique constitue une étape cruciale dans la redéfinition des relations entre l'Italie et l'Afrique. Il comprend des initiatives majeures dans divers secteurs cruciaux pour dynamiser le développement économique et social à long terme dans le continent. Ce matin, nous avons voulu parler de cette idée du plan Mattei à partir de projets concrets. Le thème du partage peut probablement surgir de là, dans le sens où cela semblait être une chose convenue, mais ce n'est pas clairement le cas. Le sommet est fondamental pour partager non seulement la stratégie, mais aussi la définition finale du projet qui a été une étape dans ce travail que nous faisons. Dans un monde où la demande énergétique ne cesse de croître, l'Algérie réaffirme pleinement son engagement à jouer un rôle majeur dans le renforcement de la sécurité énergétique en Afrique et dans la région euro-méditerranéenne. Cette annonce reflète non seulement la vision stratégique de l'Algérie, mais aussi son désir de promouvoir la stabilité et la prospérité énergétique dans ces régions vitales.
L'Algérie réitère ses engagements à contribuer en tant que partenaire fiable dans le renforcement de la sécurité, de la transition énergétique en Afrique et dans la région euro-méditerranéenne. Elle suggère la concrétisation de partenariats palpables autour de 3 axes. En premier lieu, d'apporter un soutien aux efforts de réalisation d'un gazoduc transsaharien Nigeria-Algérie qui permettra de transporter plus de 25 milliards de mètres cubes de gaz naturel par an vers l'Europe. Le sommet Italie-Afrique à Rome a marqué le début d'une nouvelle ère de partenariat entre les deux parties. Axé sur des projets d'envergure dans le continent africain. Le plan Mathieu pour l'Afrique représente un engagement ambitieux en faveur du développement durable et de la coopération internationale. Il reste à espérer que cette importante initiative portera ses fruits dans les années à venir. La présidente du Conseil des ministres italien Giorgia Meloni et le président de l'Union africaine Azali Assoumani ont exprimé hier leur satisfaction quant au travail accompli lors des travaux du sommet Italie-Afrique abrité par la capitale italienne Rome, lequel a connu une participation, rappelons-le, extrêmement significative des dirigeants africains en vue de jeter les bases de la coopération et du partenariat dans plusieurs domaines. L'Union européenne a regretté lundi la décision du gouvernement de transition de Bamako de mettre fin à l'accord d'Alger. Nabila Mazrali, porte-parole du chef de la diplomatie de l'UE, Josep Borrell, souligne que les populations civiles du nord du pays seront les premières à subir les conséquences de cette décision unilatérale que l'Union européenne regrette par ailleurs. Fin de citation. Au Nigeria, une explosion dans une école a fait 7 victimes dans le nord-est du pays. Tous des enfants justement âgés de 7 à 11 ans. Ils ont été tués par un engin explosif artisanal qu'ils ont eux-mêmes récupéré. Ils avaient confondu cet engin avec de la ferraille en la stockant dans un bâtiment en construction au sein de l'école islamique de la région de Gubbio dans l'état de Borno. Ils ont vu une ferraille dans un buisson et l'ont emportée à leur école. Plus tard, un récupérateur de métal est venu avec sa brouette pour la racheter. Pendant le processus de compactage du métal, l'IED a explosé. Les enfants ne le savaient pas. Leur professeur n'était même pas en ville lorsque l'incident s'est produit. Il avait voyagé. Il est revenu pour voir ce qui s'était passé. Leur corps était éparpillé partout. Il y avait un enfant de 7 ans, un autre de 9 ans, un autre de 12 ans et un autre de 8 ans. C'étaient tous des petits-enfants qui ne savaient rien. C'est l'heure de notre dossier consacré à la Coupe d'Afrique des Nations 2023, direction la Côte d'Ivoire. Coupe d'Afrique des Nations de football 2023, donc, et les derniers matchs des 8e de finale, ainsi que cette lutte acharnée pour décrocher les 2 derniers tickets pour les quarts de finale avec une affiche opposant le Burkina Faso au Mali, tandis que dans l'autre match, l'équipe marocaine affrontera l'Afrique du Sud. Et hier, le pays organisateur, la Côte d'Ivoire, avait rendez-vous avec une liesse populaire et une véritable communion nationale. Les éléphants ont en effet éliminé le tenant du titre et l'un des favoris pour la victoire finale, en l'occurrence le Sénégal, après un score nul de 1 but partout et une séance haletante de tir au but qui s'est terminée en faveur du pays hôte. J'ai pour habitude de ne pas faire de
d'analyse personnelle, je vais parler plutôt de l'équipe. On n'a pas bien débuté les 10 premières minutes du match, mais après le but, nous avons su réagir. On a dominé de bout en bout. Je crois que ça a été une prestation, une performance collective et bravo à l'équipe. La Fédération congolaise de football s'est insurgée contre la décision de la commission d'appel de la Confédération africaine de football, CAF, d'annuler la sanction précédemment infligée à l'encontre du sélectionneur de l'équipe nationale marocaine, Walid Regragui. L'instance a décidé tout simplement de saisir le tribunal arbitral du sport, le TAS, pour contester la levée de sanctions à l'encontre du sélectionneur en question. La suite de l'actualité avec la France où les agriculteurs ne décolèrent pas. La gronde s'abat sur la capitale Paris qui connaît ses premiers blocages. Et tandis que le torchon brûle entre les syndicats et le gouvernement, le marché de Rungis, plaque tournante du commerce de gros de produits agricoles, a lui aussi subi le courroux des paysans français. Safouane Ben Sabri. La colère des agriculteurs ne s'estompe pas. Après un périple à travers la France, ils marchent désormais sur la capitale. Le cortège des agriculteurs, en escargot, a déjà bloqué tous les axes menant vers Paris. Un blocage qui inquiète l'Élysée. Ils sont plus de 9000 sur le territoire national, dont 1500 à Paris. Les raisons du marasme agricole sont multiples, revenus insuffisants, concurrence intenable et un sentiment d'abandon de la part des élites. Les agriculteurs français et européens dénoncent depuis le début de leur mouvement une politique européenne trop généreuse, notamment avec les pays latino-américains. Le Mercosur est vilipendé en raison de droits de douane trop bas pour permettre à la production européenne de tenir le coup. Depuis le début du conflit en Ukraine, des tonnes de céréales et de produits agricoles sont elles aussi déversées sur les pays européens, mettant les dirigeants européens dans une position d'équilibriste, entre une volonté d'aider l'Ukraine et une obligation de répondre aux exigences des producteurs nationaux. En visite en Suède, en pleine grogne agricole, le président français a tenu à évoquer le sujet. Parce qu'on a demandé des choses très concrètes pour nos agriculteurs. Un, d'avoir des mesures claires sur les importations venant d'Ukraine, car on a aujourd'hui en volume et en qualité des choses qui déstabilisent le marché européen, qu'il s'agisse des poulets comme des céréales. Deux, d'avoir une clarté sur le Mercosur. Nous demandons à ce que l'accord, tel qu'il est en place, ne soit pas signé. Par ailleurs, le mécontentement s'est répandu à plusieurs pays de l'Europe des 27. Les agriculteurs espagnols ont annoncé aujourd'hui se joindre au mouvement français. En Allemagne, moteur économique de l'Europe, le mouvement prend de l'ampleur et demande des comptes à Olaf Scholz. Pour l'heure, l'Union européenne affirme ne pas avoir trouvé de nouvel accord avec le Mercosur. En France, Gabriel Attal s'est adressé à l'Assemblée nationale, promettant de nouvelles mesures à venir. Et la France qui n'est pas au bout de ses malheurs, la bulle de la contestation qui grandit. Par ailleurs, les taxis ont perturbé lundi plusieurs axes majeurs un peu partout dans le pays afin d'obtenir de l'assurance maladie une renégociation du transport de patients avec des opérations escargots à Paris, Marseille ou encore Bordeaux. 4 organisations nationales appelaient cette mobilisation organisée en parallèle de celle des agriculteurs dans de nombreuses villes de l'Hexagone. Le ministère de la Santé français a reçu justement lundi après-midi les organisations de taxis, mais sans que la réunion ne permette d'avancer, selon Bernard Crébessa, président de la Fédération nationale des artisans de taxi.
C'est la fin de ce 19h. Merci de l'avoir suivi. La suite de nos programmes avec l'échiquier international, préparé et présenté par Kalim Bouaziz.